crois qu'on a été à peu près resté là. Bon, je vous fais un petit résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. On a vu le correcteur PID. Le correcteur PID, je vous avais dit, c'est le correcteur le plus répandu dans l'industrie. Hein. Donc c'est normal qu'on le traite un peu en détail. Je vous avais passé une vidéo qui vous montrait l'influence des paramètres P, I et D sur la réponse. Je vous rappelle, le proportionnel, plus on l'augmente, plus l'erreur diminue, mais plus aussi la réponse devient instable parce que ça pénalise la marge de phase, hein, la marge de stabilité. Donc on ne peut pas se contenter du terme P dans le cas général, en tout cas pour des systèmes du deuxième ordre. Il faut, si on veut réduire le dépassement, on peut agir sur le terme D qui lui augmente la phase, donc augmente la marge de phase. Et puis si on veut une erreur statique nulle, il nous faut rajouter du I. Le terme intégral intègre l'erreur, même minime, et puisque ça l'intègre avec le temps, puisque ça fait une intégrale, disons une intégrale d'une erreur qui peut être faible, conduit à une commande qui, au bout d'un certain temps, devient significative. Donc le système est obligé de réagir au bout d'un certain temps à une erreur statique, aussi faible soit-elle. Le terme I rajoute une phase, enfin plutôt retranche une phase de 90 degrés, donc à une phase de moins 90 degrés, donc pénalise également la marge de phase. Alors c'est pour ça que d'une part on coupe l'action intégrale au-delà d'une certaine fréquence pour pas trop pénaliser la marge de phase, et d'autre part si on ajoute une action intégrale, il faut prévoir, si on veut pas trop de dépassement, un terme dérivé, histoire de compenser ces effets-là. Voilà, alors on avait vu ça, je vous avais dit que vous pouviez l'oublier, je crois. Ouais, avant c'est retard de phase, hein, donc tout ce qui est retard de phase, vous oubliez, hein, c'est quelque chose qui est purement, enfin voilà, on en a discuté avec Bernard Bail, il est d'accord. Il a trouvé ça dans des bouquins américains, c'est vrai que c'est la façon américaine d'enseigner les choses, mais ça ne sert à rien. Hein. Le retard de phase ne sert à rien. C'est le PI idéal qui conduit à une erreur statique nulle. Et si vous faites un PI approché, c'est le retard de phase, hein, ça va moins bien marcher, et ça n'a aucun intérêt parce qu'on sait le faire, c'est causal. Ce n'est pas le cas de l'avance de phase. L'avance de phase idéale, c'est celle-ci, c'est un dérivateur pur. Celle-ci, on ne sait pas la faire, hein, parce que ça augmente le gain avec la fréquence, et au bout d'un certain temps, forcément, le système, il coupe, quoi, il atténue. Donc, c'est pas réaliste, ce genre de modèle, parce que c'est pas causal. Parce que vous voyez que le degré du numérateur, là, enfin, il n'y a pas de dénominateur déjà, et puis le degré du numérateur, donc, est supérieur à celui des dénominateurs. C'est pas physiquement faisable. C'est pour ça que l'avance de phase réelle, elle, est pertinente, contrairement au retard de phase. Et c'est ça qu'on implémente dans la réalité. Voilà pour ce petit rappel. Alors maintenant, on va voir les méthodes de synthèse du correcteur PID. On va voir deux méthodes. La méthode harmonique, qui utilise le diagramme de Bode, et la méthode de placement de pôle, qui utilise le lieu d'Evans. Et on va traiter deux mêmes exemples, exactement les mêmes fonctions transfert avec les deux méthodes. Donc on va faire 4 exemples. Et vous allez voir, disons que les choses se rejoignent, hein, finalement. Alors comment régler un correcteur PI ? On part de l'hypothèse qu'on a un correcteur PI, donc qui est sous cette forme-là, avec l'intégrateur au dénominateur pur, celui-là, un gain Kp sur tau i, et un 0 en 1 sur tau i, enfin 1 sur tau i, pardon, c'est la fréquence à laquelle l'intégration cesse, hein, au-delà de laquelle l'intégration cesse. Et on se propose de régler, d'asservir un système de classe 0, c'est-à-dire classe 0, la classe c'est le nombre d'intégrateurs, hein, je vous rappelle, classe 0 ça veut dire qu'il n'y a pas d'intégrateur, un système qui a deux pôles réels, associés à deux constantes de temps, donc tau 1 et tau 2,
Donc les pôles sont en moins 1 sur taux 1 et moins 1 sur taux 2. Et de plus, on a une constante de temps qui est largement supérieure à la seconde. C'est la taux 1 qui domine la taux 2. Je vous rappelle que les constantes de temps les plus lentes dominent la dynamique globale du système. Alors voici le diagramme de Bode de ce système qu'on souhaite asservir. Vous avez donc les deux pulsations de coupure qui font passer la pente qui initialement est plate à moins 1 et moins 2. Donc moins 20 dB par décade, moins 40 dB par décade. Ici vous avez 1 sur taux 2. Oui, je pourrais vous le mettre en full screen, ça ira mieux. 1 sur taux 2 effectivement et 1 sur taux 1. Et au niveau de la phase, vous partez d'une phase nulle. À partir de 1 sur taux 1, la phase, en approximation, en marche d'escalier, passe brutalement à moins 90 et la vraie courbe, évidemment, fait un lissage de ces marches d'escalier. Et à 1 sur taux 2, vous passez de moins 90 à moins 180 dû à l'action du deuxième pôle. Ah oui, on en était là en fait, je me rappelle. C'est pas grave. Vous placez le correcteur PI de manière à ce que le 0 corresponde, son 0, donc son action intégrale cesse à partir de 1 sur taux 1. Donc vous placez le PI à cet endroit-là, avec sa fréquence de coupure à cet endroit-là. Donc en dessous de cette fréquence-là, vous aurez une action intégrale, c'est la courbe verte. La courbe verte, c'est le Bode du correcteur fois le système. C'est déjà les deux ensemble. Et pour une fréquence inférieure à 1 sur taux 1, vous avez donc l'action intégrale qui se rajoute à l'action du système. Donc d'une pente de 0, on passe à une pente de moins 1. Comme l'action intégrale cesse à partir de 1 sur taux 1, on rejoint la courbe normale du système, donc la bleue. Donc la courbe verte globale rejoint la courbe bleue à partir de la pulsation de coupure du correcteur PI. Donc, on a placé volontairement, ça c'est un réglage qu'on a fait, on n'a pas choisi le taux I du correcteur PI n'importe comment, on a fait taux I est égal à taux 1. On aurait pu faire n'importe quoi, mais c'est beaucoup plus facile si on fait ça. C'est ça la technique. Et de la même manière, au niveau de la phase, vu que en deçà, pour des fréquences plus basses que 1 sur taux 1, on a l'action intégrale, on a aussi la conséquence de cette action intégrale sur la phase, à savoir une phase qui passe de 0 à moins 90, pour des fréquences plus basses que 1 sur taux 1. Et à partir de 1 sur taux 1, l'action intégrale cesse. Et donc on rejoint la courbe bleue, en tout cas en approximation asymptotique, mais en courbe réelle, c'est pas tout à fait la même chose, vu que là on était à moins 90, on va pas remonter pour redescendre. Ce qui se passe à cet endroit-là, c'est qu'on reste plat à peu près et on descend. Et puis vous voyez que même à la fréquence 1 sur taux 2, qui pourtant est supérieure, normalement largement supérieure à 1 sur taux 1, vous avez quand même une influence résiduelle du correcteur PI qui pourtant n'agit plus normalement, ne devrait plus agir à cette fréquence-là. Il se trouve que ça agit quand même encore. Et au niveau de la marge de phase, vous voyez qu'il y a une petite dégradation. On passe d'une phase qui était, je sais pas, de moins 120 à moins 130, quoi. Donc une dégradation de 10 degrés de la marge de phase due à cette action intégrale. Alors pourquoi on ne met pas l'action intégrale, le taux I du correcteur PI ici? C'est évident, parce que si vous l'aviez mis ici, ok, vous auriez aussi eu l'action intégrale. Par contre, au niveau de la phase, à partir de là, vous auriez, en marche d'escalier, vous auriez eu une phase à moins 180. Et donc la courbe verte, là, serait descendue beaucoup plus vite. Et donc la marge de phase, là, aurait été encore beaucoup plus dégradée. C'est pour ça qu'on limite l'action intégrale aux basses fréquences, là où c'est important. L'action intégrale, c'est juste pour les basses fréquences, c'est pour le régime permanent, c'est-à-dire en statique. En statique, une fois que la courbe a fini d'osciller, là, a fini de faire les transitoires, sa richesse spectrale, donc ses fréquences, les fréquences que ça contient, deviennent de plus en plus basses. Et donc l'action du correcteur PI, vous vous rappelez la vidéo, c'est après. Il y a le transitoire d'abord,
Puis ensuite on voit le système qui corrige lentement et qui se prend le temps de corriger. Ça c'est l'action intégrale, c'est les basses fréquences. Et donc c'est pour ça qu'on limite volontairement son action aux basses fréquences, histoire de ne pas dégrader la marge de phase. Sinon on n'obtient un dépassement trop grand. Et puis il nous reste, pour assurer une marge de phase donnée, il nous reste à régler cette marge de phase. Hein. Donc la courbe verte là devient rouge sur ce slide suivant. Hein. En tout cas au niveau de la phase. Hein. Donc ça c'est la courbe de phase du correcteur fois le système. Et puis on veut régler maintenant une certaine marge de phase. On vous dit marge de phase de 45 degrés. Donc vous savez que ici, vous devez repérer la fréquence à laquelle la phase du correcteur fois le système est égale à moins 135. Parce qu'entre moins 135 et moins 180, il y a justement 45. Donc vous repérez cette pulsation. Vous l'appelez, c'est la pulsation oméga C. Pour que la marge de phase soit égale à 45 degrés, encore faut-il que le gain à cette pulsation soit de 0 dB. Je vous rappelle, la définition de la marge de phase, c'est ce qui reste jusqu'à moins 180 à la pulsation où le gain vaut 0 dB. Alors là, normalement, enfin, une fois, si vous avez repéré déjà le moins 135, là où vous voulez placer la marge de phase, il n'y a aucune raison que naturellement le gain vaille déjà 0 dB. Mais ça tombe bien, vous avez encore un gain à régler. Il vous reste le gain cassé du correcteur à régler. Ce gain cassé, qu'est-ce qu'il a comme action sur le baud ? Il ne va pas vous modifier la phase. Il va vous modifier le gain. Donc il va permettre de translater la courbe bleue jusqu'à la courbe rouge, de manière à ce que, justement, la courbe rouge coupe l'axe des 0 dB à votre pulsation, à cette pulsation que vous avez repérée, la pulsation où on a moins 135 degrés, par exemple. D'accord ? Ça, c'est la technique de réglage d'un PI dans le diagramme de Bode. Pour un second temps. Pour un système, c'est quand même un système assez classique là, hein, qu'on traite, hein, 2 pôles, un dominant, un moins, et on souhaite avoir une aérostatique nulle et puis maximiser la marge de phase. Hein. Ça, c'est une situation très très courante. Alors on va traiter après ou tout de suite. Après. Je vais vous faire d'abord le cours, mais après on traitera un cas particulier où vous voyez ce système-là, c'est justement le cas qu'on vient de traiter. Avec un pôle lent, le pôle en moins 1, pardon, et un pôle plus rapide, 5 fois plus rapide, le pôle en moins 5. Et puis on vous donne un cahier des charges. Alors le cahier des charges n'est pas donné en termes de marge de phase là pour l'amortissement, hein. Mais vous avez vu, on vous a montré dans le cours qu'il y a une relation directe entre marge de phase et amortissement équivalent pour un second ordre. Il se trouve que c'est un second ordre. Donc on peut traduire amortissement équivalent de 0,707 en marge de phase grâce à cette courbe là. On va faire ça après. D'abord on va voir la correction avance de phase. Donc le correcteur proportionnel dérivé, PD. Il a dans sa forme réelle, c'est-à-dire sa forme qu'on peut implémenter électroniquement, sa forme causale, pas strictement, causale, il a cette fonction transfert-là. Une action dérivée au-delà d'une certaine fréquence 1 sur taux D, donc c'est plat pour les basses fréquences. Ça fait du plus 1 à partir d'une fréquence 1 sur taux D, et à partir d'une fréquence plus élevée 1 sur A taux D, ça fait nouveau 0. Donc vous avez une amplification qui cesse au-delà d'une certaine fréquence. On peut voir ce dénominateur-là comme un filtre qui casse l'amplification pour éviter d'amplifier les hautes fréquences qui en général contiennent des parasites. On ne veut pas avoir des parasites amplifié, hein, évidemment. Hypothèse, le système qu'on souhaite asservir est de classe 1 cette fois-ci. Classe 1, ça veut dire que naturellement, il a déjà un intégrateur dans sa fonction transfert. Et en plus, il a un pôle réel, hein, en plus. Donc c'est un deuxième ordre aussi, ça va conduire à un système du deuxième ordre aussi en boucle fermée.
Et la constante de temps de ce pôle, c'est τ1. Donc le pôle étant moins 1 sur τ1. Voilà le baud de ce système. Donc avant, pour les basses fréquences, c'était plat. Maintenant, pour les basses fréquences, vous avez déjà une pente de moins 1. À partir de 1 sur τ1, donc qui est le pôle du système, vous avez une pente de moins 2. Donc, moins 40 dB par décade. Pour la phase, vous partez d'une phase déjà de moins 90. Et puis à partir de 1 sur τ1, la phase passe de moins 90 à moins 180. Ça, c'est en approximation asymptotique, mais la courbe réelle passe ici à moins 135 et à une forme qui est indiquée là sur cette figure. Alors vous voyez que là, naturellement, ce système... Alors imaginez que vous ayez la mauvaise idée de vouloir asservir ce système avec un proportionnel intégral. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites, bon, bah, on va faire comme avant. On va mettre le τi au même endroit que τ1. C'est-à-dire que l'action intégrale, on va la mettre, on va la couper à cet endroit-là. Donc qu'est-ce que vous aurez ici? Vous aurez moins 2, action intégrale du correcteur intégral, plus l'action du pôle en 0, donc de l'intégrateur du système. Donc vous aurez moins 2 là, et moins 2 là. Aussi parce que vous cassez l'action intégrale à partir de là, et c'est le système qui prend le relais. Donc vous aurez moins 2 partout. Et puis en phase, vous aurez moins 180 partout. Quelle est la marge de phase d'un système qui a une phase de moins 180 partout? 0. Conclusion, un tel système, lorsque vous cherchez à la servir, lorsque vous la servicez, il sera instable. Ça sera un oscillateur pur. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un PI. C'est pas possible. Donc si vous avez un système avec un intégrateur et un pôle, si vous lui rajoutez encore un effet intégral, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Vous êtes obligé de rajouter une action dérivée si vous voulez avoir une place 2. Mais c'est pas la peine d'aller rajouter un intégrateur. Ça c'est une fausse bonne idée, sauf dans certains cas. Parce qu'il y a déjà un intégrateur, donc on va se contenter ici de cet intégrateur-là pour éliminer l'erreur statique, et on n'a pas besoin d'en rajouter un dans le terme intégral. C'est pour ça qu'on va réguler ça avec un correcteur PD. Ce fameux correcteur PD, on va le placer à une certaine fréquence de manière à ce que la phase soit remontée pour correspondre à la marge de phase. Donc, on vous impose une certaine marge de phase. On vous dit aussi la bande passante du système doit être de temps et temps. Vous voulez par exemple 10 radians par seconde de bande passante. Donc ça vous donne la pulsation de coupure du système. Je vous rappelle, la pulsation de coupure d'un système en boucle fermée peut se voir sur la boucle ouverte, sur le baud de la boucle ouverte. On a vu ça quand on a fait la partie sur la boucle fermée, tout au début de la partie d'asservissement. On a vu qu'on pouvait repérer la bande passante d'un système bouclé à partir du baud de la boucle ouverte en regardant où l'amplitude, la courbe d'amplitude en dB coupe 0 dB. En boucle fermée, ça fait justement la bande passante à moins 3 dB. Et donc, la marge de phase, si on place la marge de phase à cette pulsation-là, vu qu'on imposera 0 dB à cette pulsation-là, on aura justement une bande passante équivalente en boucle fermée. Donc, vous voyez, quand on vous spécifie bande passante en boucle fermée de tant et tant de radians par seconde, ça vous indique déjà où il va falloir que à quelle fréquence il va falloir que vous placiez votre marge de phase. Donc ça vous indique le oméga C. Parce que vous devrez forcer 0 dB à cet endroit-là, avec le gain. Bon, alors vous avez dans le cahier des charges la pulsation de coupure, donc la bande passante de votre boucle fermée. Vous savez que vous devez régler la marge de phase qu'on vous impose à cette pulsation-là. Comment faire?
Votre système a une phase bleue là. Vous utilisez l'effet dérivateur de votre correcteur PD. Alors, je vous rappelle qu'au niveau de la phase, ça fait une bosse comme ça. Hein. Et ça atteint un maximum, et ce maximum, on peut le calculer en fonction des deux fréquences de coupure, 1 sur taux D et 1 sur A taux D. Et il se trouve qu'en échelle logarithmique, le oméga C là, est exactement au centre de ces deux fréquences, en échelle log. Donc vous mettez de part et d'autre de ce oméga C la pulsation 1 sur taux D, qui est la pulsation du dérivateur. Hein. Là, l'effet dérivé commence, là, l'effet dérivé se termine. La seule question, c'est comment vous les écartez, ces deux fréquences. On va revenir aux équations. Alors, c'est cette équation-là, le A, plus il est petit, et plus on s'écarte. Hein. Le A, c'est, vous voyez, c'est ce A. C'est par exemple 0,1. Hein. Dans ce cas-là, la constante de temps du dénominateur sera 10 fois plus petite que celle du numérateur. Donc on aura une fréquence 10 fois plus grande. Donc plus ce A est petit, plus vous éloignez la deuxième fréquence. Et plus ce A est petit, plus le sinus se rapproche de 1. Donc plus l'angle se rapproche de 90 degrés. Plus on s'éloigne, plus la bosse va monter haut. Et plus on se rapproche, moins elle a le temps de monter. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et par exemple, si vous choisissez des fréquences qui sont éloignées de 10, ça monte au maximum à 54,9 degrés. On place cette bosse là, ce maximum qui est au milieu en moyenne géométrique entre les deux fréquences, exactement à oméga C, qui est donné par le cahier des charges. Et puis on règle ce A, donc cet écartement là, de manière à ce que la phase soit remontée de ce qu'on veut. Ça on peut le régler. De 0 à plus 90. C'est un paramètre de réglage. Alors c'est sûr que ici, si vous avez moins 360, vous n'allez jamais pouvoir avoir, avec un dérivateur, remonter la phase de manière à avoir une marge de phase positive. Il faut que le système soit compatible avec les demandes du cahier des charges, hein, c'est clair. Bon, ici, il se trouve que ça c'est possible, en tout cas, de remonter la phase jusqu'à quasiment moins 90. Hein, ici, vous avez quasiment une marge de phase quasiment nulle, donc vous avez quasiment en phase moins 180, et en éloignant énormément les deux fréquences, là, vous avez la possibilité de vous approcher de moins 90 en phase, donc de vous approcher d'une marge de phase de 90 degrés. Voilà ce que vous pouvez faire avec ce réglage-là. Donc si on vous impose, je ne sais pas moi, une marge de phase de 45 degrés, ici vous êtes quasiment à moins 180, ben, il faut régler le A de manière à ce que la phase maximale, donc le φm là, de l'avance de phase, soit de 45. Alors quelle est l'influence au niveau du gain entre le système simple, qui est bleu là, et le système corrigé? Le système corrigé va casser la pente de moins 2 ici, à partir du début de l'action dérivée, à savoir 1 sur taux D. Vous allez passer d'une pente moins 2 à une pente moins 1 temporairement, jusqu'à la fin de l'action dérivée qui se situe en A sur taux D. Là, vous repassez à une pente de moins 2. Donc vous voyez que l'influence sur le gain est relativement limitée. Hein. Ça a pour effet de légèrement amplifier les hautes fréquences, en tout cas dans la zone de fréquence où ce dérivateur est actif, mais bon, ça ne change pas radicalement, disons, la courbe de gain. Voilà, il vous reste, pour assurer une marge de phase à cette fréquence oméga C, à remonter la courbe verte de manière à ce qu'elle coupe l'axe 0 dB. Bon, ça tombe bien, vous avez encore un gain à régler là. Vous venez de placer oméga C. Vous savez que oméga C est au milieu en moyenne géométrique entre les deux pulsations.
vous connaissez l'écartement. Donc vous venez de trouver le taux D et le A. A c'est pour l'écartement, taux D c'est pour la pulsation centrale. Et il vous faut encore régler le gain de ce correcteur. Et bien ça c'est ramener cette courbe verte à 0 dB. Et là vous avez terminé. Hein, ça c'est le réglage final. Vous remontez cette courbe verte jusqu'à ce qu'elle coupe l'axe des 0 dB exactement à la pulsation oméga C. D'accord? On va faire un exemple après qui illustre ça avec ce système-là qui est exactement qui correspond à ce qu'on vient de traiter là. Une classe 1 avec parce qu'il y a un intégrateur là, un pôle en -5 et on vous dit dans le cahier des charges erreur statique nulle. Ok, il y a déjà un intégrateur donc ça c'est pas la peine d'en rajouter un deuxième. Marge de phase de 60 degrés. Ok, c'est faisable, c'est en dessous de 90 degrés donc on va y arriver. Et une bande passante de 10 radians par seconde, bah, ça nous donne l'oméga C. Bon, je vais vous faire la méthode du lieu des racines. Et après, on va faire les exemples. Il se trouve que les exemples, on va les traiter avec les deux méthodes. Donc, je préfère vous donner d'abord les méthodes théoriques. Et ensuite, on va faire tous les exemples en même temps. Alors, la méthode du lieu des racines. Le lieu des racines, par définition, c'est le lieu des pôles en... Allô? En... Le lieu des racines. Lieu d'Evans. C'est le lieu des pôles en... Allez, qui dit boucle ouverte? 1, 2, 3, 4... Qui dit boucle fermée? Ah, ok. Courte majorité pour la bonne réponse, c'est la boucle fermée. Donc je vous avais dit lorsque j'ai parlé du lieu d'Evans qu'il y a une seule chose qu'il faut retenir. C'est ça. C'est la définition du lieu d'Evans. À quoi ça sert? Après il y a les règles, le maquis de règles, dizaines de règles, qui ne servent pas à autre chose que de vous donner les techniques pour tracer ce lieu. Mais si vous ne savez pas ce que c'est, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Donc ce qu'il faut retenir, c'est pas grand-chose, c'est ça. C'est ça, c'est le lieu des pôles en boucle fermée. Et il y a encore un petit bout de phrase à retenir, en fonction d'un gain. Donc c'est la trace que laisse dans la carte des pôles, les pôles en boucle fermée, lorsque vous changez ce gain-là. C'est votre réglage par exemple, vous voulez trouver ce gain-là. Vous avez déjà placé les zéros et les pôles du correcteur. Et puis, il vous reste le gain à régler. Bah, le lieu d'Evans, ça vous donne l'endroit où passent ces pôles en boucle fermée. Et puis, vous savez qu'à certains endroits dans la carte des pôles, c'est plus sympa qu'à d'autres. Parce que vous savez que, par exemple, lorsque les pôles sont réels, ça ne fait pas de dépassement. Lorsque les pôles sont complexes conjugués, ça fait un dépassement. Et puis, plus ils s'éloignent de l'axe réel, c'est complexe conjugué, plus ça dépasse. Et puis vous avez des iso-amortissements dans le lieu d'Evans qui vous disent là-dessus, si vous placez les pôles là-dessus, les complexes conjugués, ben, ça dépasse de 5%. Et puis vous avez aussi des iso-pulsations naturelles. Vous savez que plus un pôle va à gauche dans le lieu d'Evans, plus il est rapide. Donc vous savez des choses sur cette cartographie. Vous savez qu'il y a des zones où il vaut mieux aller et des autres qu'il vaut mieux éviter. Le lieu d'Evans, celui qui vous donne la trace de ces pôles. Alors ces pôles peuvent passer par des zones qui ne vous intéressent pas, puis ensuite aller vers une zone qui vous intéresse. Et puis aller peut-être à un point optimum à un endroit. Et puis alors, vous avez la relation gain en fonction de cet endroit. Vous dites, bah, c'est là que je veux aller. Et vous avez une règle qui vous dit, bah, là, il y a un gain Kp qui vaut tant et tant. Et vous avez réglé votre système. On va continuer. C'est ce Kp qu'on veut régler. Et comment on synthèse par placement de pôle? Quelle est la démarche habituelle? Voilà comment on procède en général. En général, on souhaite avoir une réponse équivalente à un second ordre. Le second ordre permet, disons, de modéliser la plupart
disons, des comportements, des systèmes habituels. Par système habituel, j'entends les systèmes simples. Cette année-là, on n'a pas vocation à servir des systèmes compliqués. Système simple, c'est de degré inférieur ou égal à 3. Donc au maximum 3 zéros, 3 pôles. Au-delà, c'est pas la peine d'utiliser Liu Evans, vous allez, c'est trop compliqué. Enfin, ça devient vraiment. Enfin, il y a des méthodes qui sont plus systématiques, plus compliquées certes, mais beaucoup plus simples ensuite et qui s'adaptent aux ordres plus élevés. Mais il se trouve que bon, la plupart des systèmes que vous allez rencontrer sont justement des systèmes de degré inférieur ou égal à 3, donc des systèmes pour lesquels le Liu Evans peut être un outil pertinent. Et puis ce qu'on cherche à faire toujours, c'est simplifier. C'est-à-dire si vous avez 3 0, 3 pôles pour le système en boucle ouverte, vous avez la possibilité de compenser certains pôles et certains zéros. Ça, c'est une stratégie habituelle. On veut simplifier par compensation pôle zéro. S'il y a des pôles et des zéros ou des zéros qui sont compensables, parce que tous ne sont pas compensables, par compensable, j'entends simplifiable. Hein. Si vous multipliez le correcteur, la fonction transfert du correcteur fois la fonction transfert du système, donc C fois G. Si vous mettez au numérateur dans C quelque chose qui est au dénominateur dans G, bah, vous pouvez le simplifier. Du coup, CG se simplifie. Et le Liu Evans de CG va être plus simple si vous arrivez à faire ces simplifications. Il y aura moins de branches. Alors, petite remarque, la simplification exacte dans la vraie vie n'existe pas. Parce que dans la vraie vie, contrairement à la simulation, vous ne connaissez pas exactement les pôles du système. Vous les modélisez à 5% près, au mieux. Donc vous allez les compenser à 5% près. Alors dans certains cas, ça pose aucun problème. Pour des pôles réels compensés par un zéro réel, si vous compensez ça à 5% près, ça ne va pas faire une grande différence entre la simulation, avec la simulation. Mais si vous compensez par exemple des pôles complexes conjugués oscillants par des zéros complexes conjugués oscillants, et si cette oscillation est très peu amortie, là il commence à y avoir des problèmes de robustesse de cette simplification. Une toute petite erreur de simplification conduit à une grosse erreur finalement de modélisation et un comportement du vrai système qui risque de s'éloigner significativement du comportement de la simulation. Cette remarque est dite est marquée un peu plus tard dans les transparents. Dernière remarque par rapport à cette simplification, donc stratégie pour le placement déjà des pôles et des zéros du correcteur, donc simplification maximum de ce qu'on peut faire, mais il est clair qu'on ne peut pas simplifier un pôle instable par un zéro instable. Ça ne marche pas. Parce que la moindre erreur de simplification, là pour le coup, laisse une partie de pôle instable au dénominateur, donc va vous conduire à un système, disons, instable. C'est pas du tout souhaitable. Et d'autre part, compenser un zéro instable du système par un pôle instable du correcteur, ça aussi c'est pas souhaitable. Il ne faut pas mettre de pôle instable dans le correcteur. Si vous mettez un pôle instable dans le correcteur, vous aurez un circuit électronique instable. C'est ça que ça veut dire. Vous allez faire un circuit à ampli-hop avec des contre-réactions, là, des kappa, et puis quand vous calculez le pôle de ce circuit électronique, là, il sera instable. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il va diverger, forcément, avec le moindre bruit, parce qu'en électronique analogique, il y a forcément du bruit, ça va partir à plus 15 ou moins 15. Donc ça ne va pas marcher. Voilà, donc compensation, mais compensation réaliste et réelle et faisable, donc pas de compensation de pôle et de zéro instable, et éviter autant que faire se peut la compensation de pôles complexes conjugués très peu amortis. Bon, alors une fois qu'on a compensé tout ça, normalement, si on a de la chance, mais si on n'en a pas, c'est pas grave, on peut quand même se débrouiller, on se retrouve avec un système d'ordre plus faible. Alors quand on a vraiment beaucoup de chance, on se retrouve avec un système d'ordre 1. Donc là, vous avez juste une branche dans le Liu Evans, et c'est relativement facile à régler, il suffit de régler le gain de manière à avoir une certaine bande passante. Ça sera toujours stable. Alors si on a un peu moins de chance, il faut régler un système d'ordre 2, mais c'est pas mortel. Ça va vous faire donc deux branches dans le Liu Evans, la trace des deux pôles du système en boucle fermée, parce qu'on a un ordre 2. Et
il faut régler le gain de manière à ce que les deux pôles soient à un endroit qui corresponde au cahier des charges, qui rentre dans le gabarit du cahier des charges. Et là, on peut aussi raisonner avec l'amortissement équivalent. Vu qu'on a un second ordre équivalent en boucle fermée, on peut utiliser les notions d'amortissement et les notions de pulsation naturelle pour régler respectivement le dépassement et la bande passante, ou le temps de réponse, c'est pareil, du système en boucle fermée. Attention, s'il y a des zéros, parce que je vous rappelle, les zéros en boucle ouverte restent en boucle fermée, si vous ne les avez pas compensés par un correcteur. Si jamais vous ne compensez pas ces zéros, vous ne pouvez pas les compenser. Imaginez que c'est un zéro instable, vous ne pourrez pas le compenser. Donc il va se retrouver en boucle fermée. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas le choix. Il faudra le laisser. Et le fait qu'il y ait un zéro au numérateur d'un second ordre peut complètement changer le dépassement. Donc si vous avez réglé votre amortissement à 0,707 de manière à espérer avoir un dépassement de 5%, ça c'est vrai si vous n'avez pas un zéro qui perturbe. Si vous avez un zéro, ça peut changer du tout au tout. Vous pouvez avoir 60% de dépassement juste du fait du zéro qui reste en boucle fermée. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et là, on ne peut pas faire grand-chose. Et en plus, Evans, c'est le lieu des pôles du système en boucle fermée. Et ce n'est pas le lieu des zéros. Ce n'est pas un outil de réglage des zéros pour avoir tant et tant de dépassement. On n'a pas d'outils. En tout cas, les outils qu'on vous donne cette année, les outils simples, ne permettent pas de régler, de gérer les zéros. Les zéros ne vont jamais déstabiliser un système, ne vont jamais changer radicalement sa bande passante. Par contre, peuvent changer significativement le dépassement. Ça, il faut le savoir. Bon, alors là, pour ça, vous avez la simulation. Si ça ne vous plaît pas, après, la réponse, de toute façon, il faut toujours la confronter à la simulation. Après, si vous voyez que ça dépasse de trop, faut trouver d'autres moyens, peut-être des correcteurs justement plus compliqués, plus complexes, pour arriver à compenser ce phénomène. On peut toujours y arriver. On peut toujours faire ce qu'on veut, disons, de la réponse en boucle fermée, mais ça devient plus compliqué quand le système devient plus pathologique. Et un système qui a un zéro instable en boucle ouverte commence déjà à être pathologique. C'est un système, quand vous lui mettez un échelon qui part vers le haut, il commence par aller vers le bas. Bon, je vous ai parlé de cartographie des pôles et puis de savoir à tel endroit on a tel comportement. Ici, on vous donne une information importante par rapport au second ordre équivalent. Si vous avez donc un système du second ordre à deux pôles complexes conjugués dans la carte des pôles, qui sont tels qu'ils sont déjà sur un cercle de rayons qui a pour rayon la pulsation naturelle. Donc ça, c'est intéressant pour avoir une limite de bande passante. Si on vous dit bande passante est égale à au moins 10 radians par seconde, ça voudra dire qu'il faudra que vous soyez au moins au-delà de ce rayon, de ce cercle de rayons 10 radians par seconde. Par là, évidemment, pas par là, parce que là, c'est instable. Ensuite, vous avez des isoamortissements. Vous voyez que psi, cosinus psi, là, c'est directement lié à zeta qui est l'amortissement. Donc si on vous dit amortissement de 0,707, vous savez qu'il faut vous situer là sur des droites qui font un angle psi par rapport à l'axe réel. Et évidemment, deux pôles complexes conjugués. Donc là, vous avez moins psi. Pour 0,707, c'est un cas particulier, vous avez un angle de 45 degrés. Ça, c'est bon, c'est utile de le savoir. Cosinus de psi égale 0,707, ça vous fait psi est égal, enfin en tout cas là, ce psi là, égal à 45 degrés. Et vous avez comme ça des droites, évidemment, pour tous les coefficients d'amortissement équivalents. Alors, pour vous rappeler dans quel sens ça va, vous rapprochez de pôle réel. Un pôle réel n'a pas de dépassement, donc l'amortissement est énorme, enfin, est le plus grand possible. L'amortissement le plus grand possible, c'est 1. Donc ces droites-là, isoamortissement, quand vous rapprochez, quand psi diminue, ça correspond à un amortissement qui est de plus en plus élevé. Et inversement, lorsque l'angle, là, psi, augmente,
vous rapprochez de l'axe imaginaire. L'axe imaginaire, quand vous avez deux pôles complexes conjugués exactement sur l'axe imaginaire, ça fait un oscillateur pur. Donc là, plus d'amortissement du tout. C'est comme ça qu'on peut se remémorer, disons, la graduation des lieux d'isoamortissement. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est une copie d'écran de RL Tool, qui est l'outil sans doute, en tout cas le plus pratique que je connaisse actuellement, hein, pour le tracé du lieu d'Evans, qui est un outil MATLAB, et qui vous donne par exemple ici les isoamortissements, vous les voyez là, hein, donc là c'est 0,05, 0,11, 0,10, voilà, et vous avez le 0,7 qui est en pointilleux là. Et puis vous voyez que vous avez des cercles, alors ils sont déformés parce que les zooms en Y et en X sont pas les mêmes, hein. Donc ça vous fait des portions d'ellipse, hein, mais normalement si les graduations étaient les mêmes là en X et Y, vous auriez des demi-cercles, hein, de rayons 5, 10, 15, 20 radians par seconde. C'est les pulsations naturelles, donc ça traduit la bande passante de votre système bouclé. Donc là, c'est la cartographie des pôles du système en boucle fermée. Principe de compensation précaution. Alors là, je ne vais pas revenir dessus. Je vais juste vous montrer. Oui, alors si on compense, alors ça, ce calcul-là, c'est pour vous montrer que si on commet une erreur sur la compensation, fatalement on en commet une parce qu'on ne modélise pas correctement. Donc vous allez compenser un pôle qui est positif en l'occurrence, hein, donc instable, par un zéro instable, mais c'est pas une bonne idée parce que vous n'allez jamais le compenser correctement, et si vous ne le compensez pas correctement, ça veut dire que vous commettez une erreur sur PI que je modélise par delta PI. Donc ça, c'est l'erreur par rapport à la vraie valeur. Donc certes, vous allez avoir un 1 là qui va apparaître, mais il va rester un delta PI sur S moins PI. Donc une fonction transfert qui a au dénominateur ce terme instable qu'on ne veut pas. Si vous le négligez celui-là, alors là vous avez tout faux. Et il restera tout le temps, hein, parce que ce terme-là, même s'il est tout petit, même si le numérateur, là, vous avez super bien modélisé que ce delta PI est ridicule, vu qu'il est instable, à un moment, quand ce mode instable va être excité par du bruit, il va partir, diverger. Diverger, c'est une exponentielle qui croît, et très rapidement, vous allez arriver à 15 volts. Ça ne va pas marcher. Et on ne compense pas, autant que faire se peut, une paire de pôles très oscillants. Voilà les exemples qu'on va traiter. Et on va faire ça maintenant. Et celui-là. Synthèse d'un correcteur PI. Donc vous voyez, c'est les mêmes fonctions transfert. Que ce soit pour les deux exemples, donc on va faire avec les mêmes systèmes la méthode fréquentielle et la méthode placement de pôle. On va voir un peu la différence et comment ça se relie, hein. Donc le premier exercice qu'on va faire, c'est la synthèse d'un correcteur PI pour ce système du deuxième ordre de classe 0 avec un pôle en -1 qui est lent et un pôle beaucoup plus rapide, 5 fois plus rapide, en -5 avec la méthode indiquée dans le cours. Ouais, je vais d'abord vous le faire sous MATLAB. Bon, alors là, je vous conseille de revisionner ça, hein, ça va peut-être aller un peu vite là, enfin vous me le dites, hein, si ça va trop vite. Hein. Et vous pourrez le revisionner. Ça sera directement après, je le télécharge, hein, donc si vous n'avez pas compris ce truc-là, je pense que c'est important. Hein. Donc si vous avez à revisionner un truc, je pense que ça en fait partie. Hein, cette petite séquence-là, ça vous montre vraiment la démarche de synthèse des systèmes que vous allez rencontrer cette année. Bon, alors, premièrement, sous MATLAB, il y a un truc très simple qui permet de saisir les fonctions transfert de manière très naturelle, c'est de déclarer une variable S. Donc maintenant, pour lui, S, c'est la fonction transfert S. Et je peux saisir de manière naturelle le système comme si c'était une variable, disons, symbolique. Hein. Donc 1 sur S plus 1 fois S plus 5. Donc je tape ça directement. Donc G est égal à 1 divisé par S plus 1. Voilà. S plus 5. Voilà.
j'ai mon système en boucle ouverte, je démarre. Alors, je vais commencer par tracer son diagramme de Bode. Pour ça, on a une fonction Bode, très pratique, qui fait ça tout seul, et puis qui choisit aussi les fréquences tout seul, en fonction justement du système, hein, des pulsations coupures du système. Alors évidemment, c'est pas le Bode asymptotique, hein. Lui c'est calculé numériquement, donc il ne va pas s'amuser à faire un truc approché, c'est la vraie valeur du Bode. Vous voyez la pente de -2 là, alors on ne voit pas trop la pente de -1, forcément c'est lissé tout ça, hein. Et puis on voit que la phase va de manière relativement lisse de 0 à -180, tout ça c'est normal. Alors ce qui est intéressant, c'est l'outil de sélection là, de MATLAB. Vous voyez que vous pouvez sélectionner un point dans ce diagramme de Bode et ça vous donne la fréquence, l'amplitude ou ici la fréquence et la phase. Voilà. Et ça va nous servir pour la synthèse. Bon, alors le correcteur. On va utiliser pour ce système, c'est quoi déjà? Oui, c'est le système donc de classe 0 dont on veut qu'en boucle fermée, il ait une aérostatique nulle. Pour qu'en boucle fermée, il y ait une aérostatique nulle, il faut rajouter un intégrateur dans le système. Donc ça plaide plutôt en faveur d'un correcteur PI. Alors la question c'est comment on va régler. Alors il y a deux paramètres à régler pour un PI. Il y a le gain et il y a le taux I. Où placer le taux I? Donc si on se réfère à la méthode que je viens juste de vous expliquer, le taux I doit être placé à la pulsation la plus basse, histoire que ça n'influence pas trop les hautes fréquences. Donc ici la pulsation la plus basse, c'est que ça correspond au pôle en -1, ça correspond à 1 radian par seconde, ça correspond à une constante de temps de 1 sur 1, donc 1 seconde, et donc taux I vaut 1. Donc notre correcteur, pour le moment, je ne mets pas son gain. Je fais juste C est égal à un gain un numérateur, donc 1 plus taux IS, taux I est égal à 1, donc 1 plus S, qui va se compenser par ce 1 plus S là, hein, au passage, divisé par, pour le moment, taux IS, hein, donc taux I est égal à 1, donc divisé par S. Pour le moment, je ne mets pas le KP, hein, je le réglerai après. Et maintenant, je vais faire le Bode du produit des deux fonctions transfert. Alors là, vous pouvez tout simplement faire Bode de C fois G, ça marche. Et vous obtenez ça. Alors, vous voyez ce qui change. Avant, c'était plat là, maintenant, c'est -1. D'accord? Et puis là, c'est -2. Et on commence avec une phase de -90. Avant, on commençait à 0. Et on va effectivement vers -180. Comment régler ce correcteur? Le cahier des charges, qu'est-ce qu'il dit déjà? Amortissement 0,707, c'est ça? Vous pouvez regarder dans votre cours à quoi ça correspond comme marge de phase, ça. Vous avez la courbe marge de phase en fonction de l'amortissement. Vous regardez amortissement 0,707 sur la courbe, pas la courbe droite, hein, l'autre, c'est la vraie. Vous regardez à quelle marge de phase ça correspond, ça. 65? Ok, à peu près. Alors, il nous faut une marge de phase de 65 pour avoir un amortissement, un comportement équivalent à un second ordre qui a un amortissement de 0,707. Alors, marge de phase de 65. Qu'est-ce qu'on commence par repérer comme fréquence? Il nous faut le oméga C. Comment on repère l'oméga C? Il nous faut la phase où on a une marge de phase de 65. Une marge de phase de 65, c'est qu'on a une marge de 65 par rapport à -180, -115. Donc on repère la phase, la pulsation à laquelle la phase vaut -115. Là on a -132, -126, -120, -114. Parfait. On va s'arrêter là. Bon, c'est une granularité un peu grossière. Bon, vous pouvez régler ça, mais enfin là je vous le fais approcher. Hein. Donc à peu près, hein, on a -114 là pour une pulsation de 2,24 radians par seconde. C'est notre oméga C. Et maintenant je monte à la courbe de gain. Là. Donc, je vous rappelle, c'est le Bode de CG. Il nous reste juste à régler le gain. Je me place à la même pulsation, j'y suis déjà. 2,24 et j'ai un gain de -21,8. Conclusion, mon gain cassé,
devra être réglé à plus 21,8 dB, à savoir 10 à la puissance 21,8 divisé par 20. Voilà notre gain cassé. Donc on a réglé tau i est égal à 1 et on a réglé Kp est égal à, en dB, 21,8. Terminé. Il reste juste à tester si ça marche. Ah non, je l'avais mal réglé moi. Bon, on va le faire... Bon, moi je l'ai réglé à S plus 5. C'était pas ça qu'il fallait faire, hein, donc ça c'est ce qu'il faut pas faire. Ici je l'ai pas réglé comme dans le cours. Il se trouve que l'effet intégral est coupé à la fréquence haute. Juste que la bande passante ici sera plus faible. Alors on peut le tester d'ailleurs. Donc là je vous simule ce qu'il faut pas faire. Donc vous voyez, vous avez une réponse relativement lente là. Alors à peu près donc 5% de dépassement, ça c'est ok. Et ça coupe 1, allez, en 5 secondes. Et maintenant on va faire notre réglage à nous, qui est le réglage qu'il faut faire. Le gain c'était combien déjà là, 21,8. Donc 10 à la puissance 21,8 divisé par 20, ça nous fait 12,3. Et on va changer ça là. Donc 12, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, 12,3. Et puis on va mettre ce qu'on a fait, hein, compenser la fréquence basse. Hop, on resimule. On regarde. Ah, ça marche beaucoup mieux. Avant on avait un temps de réponse lent forcément, hein. Si vous dégradez la marge de phase comme ça, votre oméga C va être plus faible, hein. Vous n'aurez pas le choix, hein. Donc voilà, c'était un contre-exemple et là c'est ce qu'il faut faire, vous obtenez du coup un temps de réponse 5 fois plus grand, c'est logique, hein, ça correspond au rapport aussi entre les deux pôles. Voilà, et un dépassement voulu de 5%. Donc je vais enregistrer ce truc. Save. Voilà. On va faire l'autre, ça, avec un correcteur PD. Alors on vous dit, aérostatique nul, marge de phase de 60 degrés, bande passante de 10 radians par seconde. Alors pour ça, je vais vous afficher un petit complément, parce qu'il faut faire quelques petits calculs. Voilà, alors vous pouvez noter ça. Pas tout, hein. Vous pouvez noter à partir de là, donc la bande passante correspondant à 10 radians par seconde, ça fait un oméga C est égal à 10. Notre correcteur est un correcteur à avance de phase, donc Kp 1 plus tau ds sur 1 plus A tau ds. La pulsation à laquelle on veut faire l'avance de phase est réglée à 10, donc Wm, là on a le maximum du correcteur à avance de phase, là on a le sommet de la bosse, là c'est 10 radians par seconde. Donc on a une première équation, 1 sur racine de A tau d, ça c'est dans le cours, c'est la moyenne géométrique entre les deux fréquences, est égale à 10. Actuellement, si on fait rien, tant qu'on n'a pas rajouté le correcteur, quand on calcule l'argument, la phase du système à 10 radians par seconde, on a moins 153. Moins 153, ça fait une marge de phase de 27. 27, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas suffisant. Nous, on en veut 60. Donc il faut passer de moins 153 à moins 120. Pour passer de moins 53 à moins 120, il faut remonter la phase avec justement notre correcteur à avance de phase. Et donc il faut que l'argument du correcteur à cette pulsation-là, 10 radians par seconde, soit de plus 33 pour passer de moins 153 à moins 120. En ayant ce plus 33, en ayant la première équation, oméga 10 est égal à 1 sur racine de A tau d, on a deux équations, deux inconnues. Donc vous avez cette équation-là, inconnu A et tau d, cette équation-là, inconnu A. Donc vous avez A ici, et vous avez tau d avec ça. Voilà comment on règle les paramètres, les pôles et les zéros. Le pôle et le zéro du correcteur PD, il reste à régler son gain. Pour régler son gain, il faut remonter la courbe de gain de manière à ce que ça coupe 0 dB à 10 radians par seconde.
Et ça nous définit entièrement le correcteur. Hein. Donc pour faire ça, alors dès que vous avez noté le début, je pense que c'est fait là. Hop, vous avez vous voulez ça hein, pour avoir la marge de phase. Donc module de CG donc du système corrigé à la pulsation 10 radians par seconde égale 0 dB. On relève le gain. Il faut baisser la courbe hein, pour arriver à 0 dB. En fait, la courbe est à 7,14 actuellement, hein, avec un gain de 1. Et donc, il faut baisser la courbe de 7,14 dB pour arriver à 0 dB. Pour ça, il faut un gain inférieur à 1, évidemment, de 0,4395. Voilà, alors on va tester ça maintenant dans MATLAB. G est égal à 150 divisé par S fois S plus 5. On fait le baud. Juste pour vous montrer comment j'ai réglé tout ça. Donc vous voyez, à 10 radians par seconde, c'est à peu près là. Non, la 8, ouais, plutôt là. Donc on a moins 155, moins 153, hein, c'est la valeur que j'avais donnée. Et C fois G hein, a pour effet de... Donc la bosse, vous allez la mettre ici. Hein. L'avance de phase, là, vous allez la faire de manière à ramener ça à moins 120 pour avoir une marge de phase de 60 degrés. Et vous allez descendre la courbe, là. Enfin, ça va légèrement la modifier, là aussi. Hein. Ça va légèrement la monter parce que ça crée une amplification. Il va falloir descendre cette courbe-là de manière à couper 0 dB à 10 radians par seconde. Voilà, et on peut simuler ça. Voilà notre correcteur PD, donc 1 0, un pôle, un gain. Le système. Voilà ce que ça donne. Une marge de phase de 60, c'est pas tout à fait la marge de phase qu'il faut pour avoir un dépassement de 5%, donc c'est normal qu'on ait un dépassement un peu plus élevé. Et vous voyez, bon, bah, ça fonctionne parfaitement, on a une erreur statique nulle. C'est logique parce que le système a déjà un intégrateur. C'était pas la peine d'en rajouter un deuxième, donc c'était pas la peine de faire un PID. Voilà. Maintenant, on va passer à la synthèse Evans, lieu des racines. Bon, on va commencer par celui-là, tiens, comme il est déjà saisi. On va ouvrir RLTool. On va l'importer. Donc, vous importez votre système, là, qui est normalement dans l'espace de travail. Vous sélectionnez le G, c'est ce que vous voulez importer, c'est la fonction transfert en boucle ouverte. Vous sélectionnez dans l'espace de travail le G, import, close, OK. Voilà le lieu d'Evans du système non corrigé. Hein, vous reconnaissez le pôle en 0, alors c'est le deuxième système. Hein. Le pôle en 0, il a déjà un intégrateur. Le pôle en moins 5, deux branches hein, qui partent lorsque le gain est nul de là. Vous voyez que le gain est très faible là, et lorsque le gain augmente, hein, on se déplace sur les branches, hein, on arrive aussi à un point de séparation. Là c'est un pôle double en boucle fermée, hein, et au-delà on a des pôles complexes conjugués, donc vous voyez que là le gain est de 0,481, alors il est beaucoup plus élevé que le gain qu'il y avait là. Vous pouvez afficher, alors il faut afficher. Qu'est-ce qu'on dit dans le cahier des charges déjà? Vous pouvez me le rappeler là? C'est le même cahier des charges, hein, je crois, pour la synthèse dans le lieu d'Evans. Il me semble que c'est le même cahier des charges. Je vais quand même vérifier. Ouais, c'est ça. Erreur statique nulle. Bon, là, il n'y a besoin de rien faire parce qu'il y a déjà un intégrateur. Marge de phase de 60 degrés et bande passante de 10 radians par seconde. Marge de phase de 60 degrés, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça correspond en termes d'amortissement? Toujours avec la même courbe. Donc là, c'est l'inverse. Les iso-amortissements, il faut connaître l'amortissement. Donc si le cahier des charges vous dit
tant et tant de marge de phase, il faut que d'abord, si vous utilisez Evans, le traduire en un amortissement équivalent. Combien? 0,61. Ok, alors vous avez ici quelque chose de très pratique, un onglet, bon déjà grid, qui vous permet d'afficher les courbes d'iso-amortissement en pulsation et d'iso-amortissement, pardon, qui sont des droites, et d'iso-pulsation naturelle, qui sont des demi-cercles. Et ensuite, vous avez un onglet Design Requirements, où vous pouvez sélectionner, définir vos contraintes. Alors vous voyez, temps d'établissement, dépassement et amortissement équivalent. Et là, tu m'as dit combien? 0,61, c'est ça? 61. Je mets ça, 0,61. Et ça m'affiche une zone interdite. Alors ce qui est en blanc, c'est maintenant la zone de la carte d'épaule où on peut aller. Vous avez un gabarit maintenant. Un gabarit qui vous fixe, qui vous limite, qui vous délimite l'espace des pôles, des pôles en boucle fermée, pour respecter ce cahier des charges. C'est tout ce qu'on spécifiait là? Ah, une bande passante. Voilà, alors bande passante. Vous avez aussi un... Alors, c'est 10 radians par seconde, donc ça va être le demi-cercle de rayon 10. Hein. Bon, on peut aussi l'afficher. New Natural Frequency 10. C'est des radians par seconde. Et voilà. Donc, vous voyez le demi-cercle là de rayon 10 qui s'affiche. Tout ça, c'est la zone interdite. Celle qui est plus sombre là. Voici la source. Ouais. Et donc la zone permise, c'est celle-ci. Est-ce que vous pouvez régler un gain là de manière à être dans la zone blanche? Non, impossible. Donc si vous faites rien, parce que là pour le moment vous avez juste le gain, hein, donc c'est une correction P qui est modélisée là. C'est le lieu d'Evans d'une correction P. Avec cette correction P, vous n'arriverez jamais à aller dans la zone blanche qui est là. Hein. Pas possible. Parce que ces trucs-là, ils partent verticalement, là, hein, et jamais ça va rencontrer du blanc. Bon, alors, pour s'en sortir, visiblement, ces deux branches-là, il faudrait les déplacer par ici. Comment les déplacer par ici? Premièrement, je vais compenser ce pôle-là par un 0. Et ensuite, je vais rajouter un autre pôle un peu plus rapide par là. Et puis, forcément, le point de séparation, il va être au milieu de ces deux pôles. Celui-là, je vais le laisser. Si celui-là, je le compense et je le remplace par un autre plus rapide, ça va déplacer ce point-là de séparation. Et on aimerait au mieux qu'il arrive ici, quoi. C'est ce que je vais essayer de faire. Mais graphiquement. Après, on va faire par le calcul. Pour ça, je vais compenser parfaitement celui-là. Je sais qu'il est en moins 5, donc je peux le faire. Je vais ici, là-dedans, je vais ajouter un pôle et je vais ajouter un 0. Le 0, je vais le placer de manière à compenser le pôle en moins 5. Donc en moins 5. Et le pôle, je vais le mettre, je ne sais pas, pour le moment en moins 10, un peu plus rapide. Et après, je vais le régler à la main. Comment s'est transformé notre lieu d'Evans? Donc vous voyez le pôle en rouge c'est tout ce que j'ai rajouté, hein. Donc j'ai compensé le pôle en moins 5 parfaitement là. Et vous voyez en mettant un pôle rouge là en moins 10, ça a déplacé le point de séparation de là à peu près, ou de là vers là. Ben, ça ne suffit pas. Mettre en moins 20. Alors vous pouvez le déplacer avec la petite main là, mais là vu que je n'ai pas dézoomé complètement, alors je suis en full view en plus, je vais déplacer la courbe avec la main. Voilà. Je vais ensuite déplacer ça. Vous pouvez le déplacer aussi avec la petite main. Comme ça, vous voyez, le point de séparation se déplace. Encore déplacer, parce que ça ne suffit pas. Alors ça pourrait suffire déjà bientôt, là. Hein, parce que là, regardez,
ici déjà ça pourrait suffire. Si vous réglez le gain ici, vous êtes dans la zone blanche, vous êtes exactement à 0,707 hein, et vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là. À la limite, l'optimum, enfin si vous voulez respecter le cahier des charges à minima, hein, l'optimum serait de se placer, alors non, là je déplace pas le bon truc, là, voilà, de se placer exactement ici, voilà, et ensuite de régler le gain de manière à être là. Là, on est bon. Et c'est, disons, c'est à minima, on respecte à minima. Alors, si on place le point de séparation là, on va être un peu plus rapide. Parce que plus les pôles, la partie réelle des pôles complexes conjugués en boucle fermée, hein, les pôles complexes conjugués sont ces petits rectangles violets là, hein, que je déplace. Quand je les déplace, je règle le gain. Hein. Donc ici, là, vous voyez, lorsque je mets ça là, il me dit le gain est de 0,274. Et si je réglais le point de séparation à cet endroit-là, bah, je serais plus rapide, parce que la partie réelle serait plus à gauche, et donc la rapidité serait meilleure. Donc ça, c'est le point, disons, optimum de réglage. Je peux tester ça directement sans faire la simulation. Vous avez un outil d'analyse qui vous simule le truc sans passer par Simulink. Vous faites response to step command. Ça démarre l'outil d'analyse et vous pouvez vérifier que ça marche. C'était quoi déjà la contrainte là? C'était marge de phase de combien? 60. Ok, donc on est effectivement un peu inférieur à la marge de phase requise pour avoir 5% pour avoir 0,707 hein. Et c'est normal du coup qu'on ait un dépassement légèrement supérieur à 5%. Cette courbe verte en fait c'est la commande. C'est la commande, c'est ce qui sort du correcteur, c'est ce qui est appliqué au système, et vous voyez que il converge aussi vers... Vous avez la même réponse à peu près que celle qu'on avait obtenue par synthèse fréquentielle. Ok, donc celui-là je ne vous le traite pas en théorique, là je vous l'ai fait uniquement avec l'outil numérique, hein. Bon, ça peut suffire. Alors, c'est pas super précis, hein, l'outil Evans de MATLAB. Lorsque vous déplacez comme ça vos curseurs, alors vous pouvez être précis en zoomant énormément, mais ça sera jamais aussi précis que de le faire à la main. C'est pour ça qu'on vous enseigne les règles de construction du lead Evans pour calculer précisément les points et pour calculer précisément les gains après. Et qui plus est, en utilisant l'outil et les règles génériques, vous pouvez raisonner avec des paramètres, ce que vous ne pouvez pas faire évidemment avec l'outil numérique RLTool. S'il faut régler à la fois un gain et puis la position d'un pôle et d'un zéro, le seul moyen là, c'est de paramétrer le lieu d'Evans par rapport à la position d'un zéro par exemple, et ça évidemment vous ne pouvez pas le faire sous MATLAB. On va traiter maintenant l'autre exemple, d'abord en théorique et après avec l'outil numérique. On veut aussi avec la méthode Evans, donc lieu des racines, asservir ce système-là, 1 sur S plus 1, facteur de S plus 5, avec le même cahier des charges qu'avant, erreur statique nulle et amortissement équivalent de 0,707. Pour que l'erreur statique soit nulle, il faut rajouter un intégrateur dans le correcteur, donc dans le système en boucle verte, donc dans le correcteur. Et l'amortissement de 0,707 nous fournit une courbe d'isoamortissement dans la cartographie des pôles en boucle fermée. Et cet isoamortissement nous permettra de placer le pôle. Voilà le correcteur qu'on souhaite régler. C'est un correcteur PI avec un 0 et un pôle en 0, un 0 en 1 sur tau i, en moins 1 sur tau i, et un pôle en 0 qui traduit le fait qu'il y a un intégrateur. Le 0 du correcteur, suivant la stratégie que je vous ai expliqué tout à l'heure, simplifier au maximum. Cette stratégie veut donc on compense tout ce qui est compensable. Et là, on n'a pas trop de possibilités avec un correcteur PI, on a simplement un 0, donc on va pouvoir compenser qu'un seul pôle. Lequel?
on compense toujours le pôle le plus lent. Pour un système, lorsqu'on asservi par la méthode de placement de pôle, hein, on va toujours... le but, c'est d'accélérer le système. Hein. Donc la stratégie, c'est toujours de la compensation du pôle le plus lent. Alors dans l'exemple tout à l'heure, vous me direz, ouais, mais il y avait un intégrateur et un pôle en -5, mais on a compensé celui en -5, pourquoi on n'a pas compensé celui en 0 ? Ouais, mais celui en 0, c'est un intégrateur. L'intégrateur, on le laisse, parce que ça fait une erreur statique nulle. Alors il n'y a aucun intérêt à compenser ça par un dérivateur. C'est absurde. Donc on compense toujours, ça c'est une règle générale, hein, on va toujours compenser le pôle le plus lent, donc celui qui est le plus proche de l'axe imaginaire, mais évidemment on ne va pas compenser les intégrateurs qui eux sont utiles pour l'erreur statique. Voilà, donc ici le TOI on le fait égal à 1 de manière à compenser le pôle le plus lent qui est le pôle en -1. Ça nous donne, quand on trace le lieu d'Evans du système corrigé, la figure suivante. Vous avez en rouge ou en orange le lieu d'Evans qui commence aux deux pôles du système corrigé. Alors vous voyez que le pôle en -1 a disparu parce qu'on l'a compensé. Le pôle en 0 est toujours là parce qu'on ne l'a pas compensé. Et à la place, et le pôle en -5 est toujours là parce qu'on ne l'a pas compensé. Donc cette fois-ci, il faut traiter le lieu d'Evans avec deux pôles, un en 0 et un en -5. Donc il part de ces deux pôles-là lorsque le gain augmente pour partir vers deux asymptotes verticales. On a vu une règle qui disait que lorsqu'il y a un point de séparation avec deux branches, l'angle entre deux demi-branches côte à côte, là, ça fait 90 degrés. Donc on sait en plus que c'est des asymptotes verticales, là, parce qu'il y a une règle qui nous permet de calculer ça, et il y a aussi une règle qui nous dit l'angle, là, au niveau du point de séparation. Donc tout ça se corrobore, finalement. Et il y a un point intéressant, c'est la position de ce point de séparation, qui correspond aussi à la position des asymptotes verticales. Alors les asymptotes verticales, je vous rappelle, la règle c'est... Donc il se trouve qu'ici les zéros, ça vaut 0, hein, il n'y a pas de 0 vu qu'on l'a compensé. Hein. Donc c'est somme des pôles, les pôles, il y en a un en 0, un en -5, divisé par n moins m, n le nombre de pôles, m le nombre de zéros. N est égal à 2, m est égal à 0, donc vous avez bien les asymptotes qui coupent en moins 2,5. Bon, alors comment on veut régler ce correcteur-là? Après, il suffit, maintenant qu'on a positionné le 0 du correcteur, il reste à régler le gain. Le gain se traduit dans le lieu d'Evans par des pôles en boucle fermée qui se baladent là sur ce lieu. Vous en avez deux là, par exemple deux ici et là pour des gains faibles. Ici, vous avez deux qui sont au même endroit pour un gain spécifique au point de séparation, et ensuite ça se sépare. Et puis là, vous avez à cet endroit-là les deux pôles complexes conjugués qui nous intéressent. C'est ça fameux P1 et P2. Alors pourquoi c'est là que ça nous intéresse? Ça, c'est la bonne question. Je vous ai dit juste avant, pour un amortissement de 0,707, les isoamortissements sont à 45 et moins 45. D'accord? C'est ce que j'ai tracé là. Les isoamortissements 0,707 sont à 45 degrés et moins 45 degrés. Conclusion, l'endroit qui nous intéresse dans ce lieu d'Evans, c'est exactement l'intersection de ces branches avec l'isoamortissement. Et il se trouve que c'est symétrique. Hein. Si ça coupe là-haut, ça coupe aussi là en bas, parce que le lieu d'Evans, je rappelle, est symétrique par rapport à l'axe réel. Mais c'est pas fini. On sait maintenant le point qui nous intéresse dans le lieu d'Evans. Ces petits rectangles violets là, sous MATLAB, là, on va les positionner sur l'isoamortissement 0,707. Et il faut calculer le gain correspondant. Vous avez une règle pour ça, que je vous ai donnée en complément d'ailleurs. C'est la règle qui dit que pour trouver le gain à cet endroit-là, il faut faire moins 1 sur le système en boucle ouverte. Sans le gain, vous remplacez S par le point de la carte des pôles qui vous intéresse. Regardez ce que j'ai fait là. Bon, je sais pas pourquoi j'ai laissé mon TOI là. TOI vaut 1 ici. Bon, c'est pas faux, hein, mais le TOI vaut 1. Donc, ce qu'il faut là, c'est... Ah oui, je vous ai aussi calculé le point de séparation, au passage.
Ça, vous pouvez le mettre aussi, hein. Le point de séparation avec la règle que je vous ai donnée en complément s'obtient en dérivant la FTPO corrigée par rapport à S, en l'annulant et en trouvant les valeurs de S qui annulent ça. Donc c'est bien en moins 2,5 le point de séparation aussi. Et puis pour trouver le gain, Kp1 qui est égal à Kp2, vous faites moins 1 sur le système en boucle ouverte corrigée, donc vous obtenez moins S facteur de S plus 5, c'est le dénominateur, hein. Et vous remplacez le S par le point qui vous intéresse dans la carte d'épaule, à savoir par exemple P1, qui est égal aussi à P2. Pas égal, enfin en position, hein, mais la valeur du gain, hein, va être la même que si vous remplacez par P2 qui est le conjugué. Vous faites le calcul et vous obtenez un gain de 12,5. Et vous avez fini. Oui. Oui. La règle, s'il y a un point du lieu d'Evans qui t'intéresse, enfin c'est plusieurs points, il y en a autant de points du lieu d'Evans qui t'intéresse qu'il y a de pôles en boucle fermée. Mais c'est ce nuage de points là qui t'intéresse correspond à un certain gain. Tu prends l'un des points là qui correspond à ce gain. Sa position donc c'est un complexe dans la carte des pôles, hein. C'est une position du pôle en boucle fermée qui t'intéresse. Tu le mets, tu l'appelles P1 par exemple, et pour trouver le gain à cet endroit-là, tu fais moins 1 sur la fonction de transfert, fonction de transfert en boucle ouverte corrigée de P1. C'est ce que j'ai fait là, hein. Donc tu vois, le moins là, du moins 1, et 1 sur la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée, tu vois, je fais 1 sur ça, alors c'est sans le gain, hein. Attention, parce que c'est justement le gain qu'on cherche, hein. Donc moins 1 sur ça, ça donne bien ça, où j'ai remplacé S par P1 ou S par P2, c'est le même gain, hein. Forcément, parce que pour un gain dans le lieu d'Evans, vous avez autant de positions de pôles qu'il y a de pôles en boucle fermée. Ici on en a 2. Il peut y en avoir plus, hein. Il peut y avoir 10 branches, hein. Donc dans ce cas-là, pour un gain, vous aurez un nuage là, de petits rectangles violets. Donc je vais ressaisir le G initial. Celui-là, je vais l'importer dans RL Tool. J'ai pas de RL Tool là, non? RL Tool. J'importe le G. Voilà. Je compense le pôle le plus lent, à savoir en moins 1. Alors, je mets un pôle réel, je mets un 0 réel. Le pôle réel, c'est mon intégrateur, donc il est positionné en 0. C'est l'intégrateur du pays. Et le pôle, le 0, il est déjà bien là, il est en moins 1 de manière à compenser le pôle en moins 1 lent du système. J'obtiens le nouveau lieu d'Evans qui est le suivant. D'accord? Avec ici, on a bien moins 2,5. Vous voyez? Et maintenant, je vais régler le gain de manière à être sur l'iso-amortissement 0,707. Donc, plus j'augmente le gain, plus je vais me déplacer avec mes deux pôles. Alors là, il y a un artefact là, hein. Ça, c'est pas vraiment, si vous zoomez là, vous avez la compensation n'est pas parfaite. Du coup, il laisse un pôle, un 0 à cet endroit-là et une mini branche, hein, à cet endroit-là. Du coup, vous avez encore un truc qui reste là, hein. Mais vous pouvez considérer que c'est compensé et donc qu'il n'y a finalement que 2 branches, hein, et donc 2 pôles utiles en boucle fermée qui sont ces deux-là. Comment régler le gain? Il faut afficher les iso-amortissements. Je vais afficher l'iso-amortissement 0,707. Voilà. Qui est là. Et bon, je vais dézoomer là. Je vais monter le gain. Voilà. Jusqu'à être exactement sur cet iso-amortissement. Et j'obtiens 12,7. Alors, donc vous voyez, normalement c'est 12,5. Là, je ne suis pas super précis, mais je peux zoomer. Histoire d'affiner un peu les choses, si ça marche. Ouais, bof. Je vois plus rien. Je
suis pas au bon endroit ou quoi? Ah, c'est là. Ok, je vais encore un peu zoomer là, si ça marche. Et puis je vais affiner cette valeur dès qu'il voudra me donner la main. Oh là là. Non, là ça bug. Bon, j'arrive plus à choper le point là. Bon, bref, vous pouvez affiner normalement en zoomant si c'est pas buggé, mais là visiblement j'ai une version buggée de l'interface. Et si vous affinez, vous obtenez bien les 12,5 qu'on avait trouvé théoriquement. Mais là, dans ce cas-là, bon, vous pouvez le faire à la main. Hein. Vous voyez la difficulté de le faire à la main et d'utiliser l'outil. Je pense que c'est tout aussi. Alors ça permet de valider ce qu'on a fait à la main. Hein. Donc si vous obtenez à peu près 12,5, vous savez que vous n'êtes pas trompé, quoi. Mais pour les systèmes simples, il vaut mieux le faire à la main. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, alors s'il n'y a pas de questions, ça termine cette partie. On finira en début de séance prochaine avec le retour d'état.